Place maintenant à la discussion. Où sont nos intervenants? N'hésitez pas. Voilà. Alors, ayez la gentillesse juste de vous présenter. Voilà. Et on a comme règle de ne pas refaire toute la conférence, mais de poser quelques questions, sachant que vous aurez toute liberté ensuite de compléter à travers toutes sortes de textes et même dans les prochaines conférences. Bonjour à tous, je m'appelle Audrey Kermalvezen, je suis juriste en bioéthique, avocate, et j'ai découvert tardivement que j'avais été conçue avec un tiers donneur. Donc je suis maintenant militante au sein d'une association qui s'appelle Procréation médicalement anonyme. Et en fait, je voudrais m'adresser surtout au professeur Delfrécy, parce qu'en fait, il y a deux questions qui sont un petit peu en dehors des états généraux de la bioéthique, vous l'avez dit tout à l'heure. La fin de vie, enfin qui sont à la frontière des sujets de bioéthique, la fin de vie et vous avez dit la levée de l'anonymat, moi je préfère le terme d'accès aux origines. Pourquoi c'est à la frontière, en particulier l'accès aux origines? Bon, la fin de vie, c'est parce qu'il y a déjà quelque chose sur le sujet. C'est un sujet qui jusqu'à présent n'a jamais été traité dans le cadre des lois de bioéthique, donc c'est vrai, pourquoi l'inclure maintenant? Et en ce qui concerne l'accès aux origines, finalement il s'agit juste de reconnaître un droit existant, le droit de connaître l'identité de ses géniteurs qui est reconnu par la Cour européenne des droits de l'homme, et d'encadrer un fait, puisqu'aujourd'hui l'accès aux origines, ça se fait via des tests génétiques, hein, ça a été médiatisé par mon mari notamment, mais il y en aura d'autres. Il y a d'autres qui sont en train de faire des tests actuellement. Donc comme il s'agit juste d'encadrer ce fait et de reconnaître ce droit, tant pour la fin de vie et l'accès aux origines, ma question est de savoir si, selon vous, ces deux sujets-là ne devraient pas faire l'objet d'une loi dédiée en dehors du projet de loi de bioéthique en tant que tel. Je voulais vous interroger sur cette modalité. Alors on va prendre toutes les questions. J'invite Jean-François à y réfléchir. Hein. On va d'abord faire un petit tour de table. Et alors Arthur, votre mari est très heureux parce que vous avez posé la première question, il en rêvait. Voilà, il a réalisé. Donc la première question posée au sein de l'Espace Éthique Île-de-France a été sur un sujet important pour nous. On n'avait pas dit qu'on allait ne pas le poser, puisque même on vous invitera dans le cadre d'un prochain débat qui aura à voir avec cette question. Donc ne soyez pas impatiente, dans quelques minutes, il va vous répondre. Je propose d'abord qu'on fasse un petit tour de table, d'autant plus que nos intervenants pourront ensuite, ça sera un peu la conclusion, apporter un certain nombre d'éclairages. Je vous en prie, monsieur. Peut-être prenez ce micro. Merci en tous les cas de votre belle... Vous n'avez pas applaudi, elle va être très déçue. Hein. Merci, je m'appelle Jean Lacaussin-Guilly, je dirige un service d'ORL cancérologique dans un hôpital public qui s'appelle Tenon. Et je me fais un peu le porte-parole d'un certain nombre de gens qui travaillent dans ce service et qui, au cours des dernières semaines, se sont intéressés à ces débats bioéthiques et qui sont des gens de tout métier, de toute philosophie, etc. Et qui sont tous des professionnels, par contre, de la santé, qui tous s'occupent de patients qui ont des pathologies qui sont graves et des populations qui sont des populations extrêmement fragiles, sont souvent des laissés pour compte, sont souvent des gens un peu incasables, qui ont du mal à être pris en charge. Et la grande problématique de ces hospitaliers, c'est finalement de se dire les problématiques de coûts dans les hôpitaux sont absolument majeures. On est un peu écrasé par ces problématiques de coûts. Elles marquent profondément la pratique hospitalière au jour le jour. Et la grande crainte de tous ces gens-là, dont je me fais le porte-parole et qu'il me paraît important d'aborder au cours de ces mois, c'est finalement, est-ce que toutes ces discussions bioéthiques ne vont pas être impactées de façon absolument majeure par les problématiques de coûts qu'on a abordées. Et puis, pour conclure, ce qui émerge des discussions qu'on a pu avoir ces derniers jours, c'est d'une part de comprendre qu'il y a, vis-à-vis de ces populations fragiles, une discussion bioéthique, une bioéthique de la limite, on l'a abordé là, et puis une bioéthique du possible, c'est-à-dire tout ce qui est possible. Voilà, on sait qu'il y a tout un tas de possibilités scientifiques qui sont grandes, et par contre la bioéthique de la limite est indiscutablement quelque chose sur lequel beaucoup de professionnels de santé sont inquiets et sont attentifs à tout ce qui va se passer. Merci de votre belle... On peut aussi l'applaudir, bien sûr, mais je l'applaudis d'autant plus que dès ce soir, il va se mettre sur son ordinateur, il va nous faire un texte et il enverra à Pierre-Emmanuel Brugeron. C'est une belle contribution, mais développer cet argument qui est important pour nous. Merci par avance. Bonsoir à tous, Xavier Ferry, je suis philosophe
Et alors, Vous moi, n'avez pas donné votre nom. Xavier Ferry. Donc, je suis philosophe. J'aimerais revenir sur un point qui n'a pas été abordé, qui me semble... Un de mes amis biologistes disait il y a quelques années, le propre du savant est de distinguer, et c'est Aristote. Hein. Et la distinction qui, à mon sens, manque ici, ce sont les présupposés, la dimension épistémologique. Nos amis de 1968 disaient avec justesse « D'où parles-tu, camarade ?» Et à aucun moment on a abordé les présupposés philosophiques, les visions implicites qui ont été dans chaque discours. J'ai entendu des gens faire du positivisme juridique pur et dur, sans le dire, sans peut-être même s'en rendre compte. J'ai entendu le président du Conseil national d'éthique faire des absolutisations de choses tout à fait relatives, sans peut-être même s'en rendre compte. Donc, du coup, en fait, il faudrait peut-être d'abord se mettre d'accord sur d'où on parle, quels sont les mots. Et de ce point de vue-là, je rejoins tout à fait notre psychanalyste. Et effectivement, d'une façon générale, on a pu voir jusqu'à l'intervention du grand témoin une vision tout à fait cartésienne, mécanique de la médecine, et qui a manqué à mon sens la question du sens. Et où sont les religieux, où sont les courants philosophiques? C'est un peu étroit à mon sens, et du coup, il y a un point de vue, il en manque peut-être d'autres. Merci. D'abord, on est très content de vous accueillir. On espère que vous allez suivre ces débats et même que vous allez faire une intervention. Vous irez voir Pierre-Emmanuel Brujon donner votre email. Bonsoir à tous. Donc Fabien Bouglet, je suis père de famille très nombreuse, alors conçu naturellement. Comme dans Bienvenue à Gattaca, il y a différentes façons de concevoir ces enfants. Ils ont été conçus naturellement. Moi, je voudrais juste venir vous parler d'une question qui me semble fondamentale, c'est la question de la marchandisation. Parce que ces différentes interventions m'ont fait penser à 3 événements majeurs qui sont intervenus récemment. Le marché d'esclaves en Libye, la congélation des ovules chez Amazon et tout récemment l'information sur le fait qu'Amazon venait de développer un bracelet vibrant pour faire contrôler les salariés d'Amazon. Et moi, impeccable pour la médecine qui guérit, mais la médecine augmentée peut avoir des dérives absolument épouvantables. Et j'attire l'attention du président du Comité national d'éthique, je pense que c'est une question fondamentale. Quand on congèle des ovules de femmes, derrière, c'est aussi l'esclavage des femmes qu'on va exploiter pendant les 20 années où elles sont les plus productives. Lorsqu'on augmente la capacité d'action de certains humains, aujourd'hui avec un bracelet vibrant, demain avec des puces vibrantes qu'on intégrera dans le corps, eh bien, on crée un marché des esclaves par cette médecine augmentée. Et donc je pense, au travers des débats que peut être la PMA et la GPA, par exemple, c'est derrière tout ce débat de la marchandisation de l'homme, de la marchandisation des femmes et des hommes en tant qu'esclaves, et de la marchandisation des enfants, que derrière se pose le véritable débat. Et ensuite, je voudrais parler d'un autre problème qui peut se poser, notamment au travers du génome. Demain, quid de la prédiction des maladies et des compagnies d'assurance qui exigeront un génome en plus des piqûres, en plus d'aller voir le cardiologue. Et donc ça aussi, ça soulève des problèmes fondamentaux parce qu'on exigera, les compagnies d'assurance exigeront les génomes et on pourra avoir des personnes qui ne pourront plus être assurées et plus avoir de projet. Donc c'est vraiment un débat fondamental, mais je pense que ces questions d'aujourd'hui doivent aussi soulever ces questions de marchandisation du corps, de l'enfant et des femmes. Merci de votre écoute et merci d'avoir organisé ce débat de cette qualité. Quand vous applaudissez, vous n'avez pas entendu qu'il nous a remercié d'avoir organisé ce débat de qualité. Alors sachez d'abord qu'on est très heureux de ce que vous avez dit. J'espère que vous allez aussi devant votre ordinateur ce soir nous ramener ça par écrit, parce qu'on aura l'oral et l'écrit, mais ça mérite un développement.
et suivez ce parcours. Hein, c'est notre caravane pendant quelques mois. Et même intervenez. Vraiment, merci mille fois. Je vous en prie. Bonjour, donc je m'appelle Priscille et moi je m'intéresse à ces questions parce que je suis bénévole dans une association pour visiter des personnes malades, notamment dans Saint-Louis, votre hôpital. Moi j'étais particulièrement intéressée par l'intervention qui concernait le séquençage du génome. Et vous avez bien souligné une des menaces importantes qui était celle de l'information et un peu du fantasme qu'on pouvait avoir dans l'attente de ces résultats. Il me semble qu'il y a peut-être d'autres menaces et je voulais savoir un peu ce que vous en pensiez. Peut-être d'abord la menace, vous parliez de diagnostic. Est-ce qu'on peut verser vers une société un peu sélective à l'entrée quelque part? Et du coup, quelle place pour les personnes handicapées dans notre société? Voilà, peut-être faire le distinguo entre diagnostic et dépistage. Ça me semble important. Et puis les dérives économiques possibles. Bon, là, on en a un peu parlé, donc je ne m'appesantis pas. Merci. Merci infiniment. On va prendre les quatre autres interventions, puis ensuite on conclura avec un tour de réaction des différents intervenants. Et puis, ne soyez pas tristes, il y a un soutien psychologique à la sortie pour les gens qui seraient déjà en manque. Et on se verra très rapidement, vous verrez. Déjà, vous pourrez réagir dès demain à l'email que vous recevrez pour interagir par rapport à ce débat. Je donne la parole, madame. Merci. Bonjour. Je m'appelle Béatrix de Lamberty, j'ai plusieurs casquettes, mais je vous en présente simplement deux aujourd'hui. D'une part, je suis titulaire d'un DU d'éthique, esthétique et dignité humaine sous la houlette du professeur Hervé à Paris 5. Et d'autre part, je suis patiente experte, je vis avec 2 maladies chroniques, moi et à peu près 18% de la population française. Donc je souhaite porter la voix de cette population française oubliée et qui est la situation des personnes obèses. Car elles sont confrontées à un préjugé terrifiant, qui est le suivant. Elles sont coupables de leur état. Or, depuis 2010, l'ensemble des chercheurs qui se sont penchés sur toutes les questions autour de la santé en matière d'obésité ont démontré que l'obésité est une maladie chronique, inguérissable, en l'état actuel de la chirurgie et de la médecine. Malgré cela, le public, toutes les institutions, pire, la médecine maltraite ces personnes. Elles sont toujours coupables de leur état. C'est un secret que c'est une maladie chronique inguérissable. Donc, je viens porter cette parole. J'aimerais beaucoup que cette question soit dans les débats d'éthique. Car pour moi, l'éthique, pour moi et pour ces millions de personnes, l'éthique est un mot d'une langue étrangère absconse, car ça ne s'applique jamais à eux. Alors, à part un petit pourcentage de professionnels de santé remarquables, il ne faut pas les oublier, qui se battent, les chirurgiens spécialisés en bariatrique, parce que là, justement, réparer, guérir, c'est la vraie question. Les chirurgiens de chirurgie réparatrice, professeur Mimoun, merci d'avoir dit réparateur, car ça n'est pas esthétique d'opérer une personne qui a perdu des kilos et dont le corps est abîmé et porte les stigmates de ça. C'est de la réparation, ce n'est pas de l'esthétique. Voilà, donc c'est quelque chose de très très important et ces personnes n'ont pas de parole, n'ont pas de représentants, personne ne les défend. Ce qui fait qu'elles sont confrontées à toutes les discriminations. Excusez-moi, je suis un petit peu émue. Mais voilà, si seulement on pouvait aborder ces questions-là et faire changer un peu le regard, ce serait vraiment extraordinaire. Je vous remercie beaucoup. Merci. Si vous regardez l'histoire de l'espace éthique, vous serez surprise de voir que c'est plutôt ces sujets qu'on a privilégiés pendant 20 ans que les questions d'assistance médicale à la procréation, parce qu'on pensait que le comité consultatif sexuel éthique et d'autres instances, comme l'agence de la bioéthique, étaient plus compétents et plus engagés dans ce domaine. Mais c'est bien reçu, madame, et vous verrez la réponse concrète qu'on apportera. Vous nous enverrez votre petit texte aussi. Je me permets de vous dire, parce que je trouve que c'est important que sur le site que gère Pierre-Emmanuel Brugeron, on ait ce témoignage-là qui était très fort. Merci Emmanuel. J'aimerais féliciter les intervenants pour la richesse de cette soirée. Je m'appelle Laurence Azoubakri, je suis avocat, responsable de la commission, co-responsable de la commission Vie, Éthique, Santé. Et j'interviens juste pour dire que j'ai retenu deux mots très forts, le mot complexité, le mot technicité. Et j'aimerais qu'on mette en avant un mot qui est très important, celui de l'homme. Et dans le cadre de notre commission, on enseigne aussi le problème de la médiation comme un accompagnement. Et nous avons créé un ouvrage qui vient juste d'être publié sur la médiation et la santé, un nouveau droit de l'homme.
Et je souhaiterais pour ma part que le mot médiation entre dans les lois bioéthiques. Voilà, je vous remercie. Merci Laurence. Laurence qui a organisé aussi une soirée avec les avocats sur Nuremberg, sur les 70 ans de Nuremberg. Et je rappelle qu'on a ouvert, nous, notre réflexion sur la bioéthique il y a quelques jours en projetant le film de Michel Simès qui évoquait effectivement la Shoah à travers l'expérimentation, donc la naissance de la bioéthique. Je vous donne la parole. Bonjour, Patrice Aubert. Vous avez évoqué le coût d'un séquençage de génome à 300 ou 500 euros. Et le deuxième intervenant a évoqué les problèmes de coût. Et ce que je souhaiterais, c'est que dans ce débat, les questions de coût soient effectivement bien mises en place. C'est-à-dire qu'on nous dise qu'est-ce que coûte tel type d'opération, quel autre type d'opération, parce que ça recoupe une autre question, c'est les questions des remboursements ou des non-remboursements. Et je pense que dans les choix finaux, c'est un élément important. Je voudrais aussi revenir sur la notion de homme diminué que vous avez utilisée en liaison avec ce que vous avez dit, monsieur, sur vivre avec les autres et la question de l'autonomie. On voit bien qu'il y a plusieurs éthiques qui sont derrière tous ces débats, l'éthique de la responsabilité, de la conviction. Je fais partie d'une association qui considère que vivre avec les autres, c'est justement considérer qu'on n'est pas autonome par principe et qu'aucun de nous n'est autonome. Nous avons besoin les uns des autres et c'est dans cette relation que nous avons les uns avec les autres que nous trouvons le sens. Et que donc, par conséquent, nous analysions tout ce qui peut être dit en termes d'augmentation, en termes de vouloir faire un homme autonome, justement, doit être extrêmement relativisé. Et puis une troisième interrogation très pratique, donc étant membre de l'association des Poissons Roses, comment concrètement on peut faire pour être auditionné par le CCNE ? Peut-être aller sur le site, ou c'est en allant sur le site on peut s'inscrire et être... Parfait, merci. Merci de votre témoignage. Les deux dernières interventions, ensuite on se donne un quart d'heure pour conclure et vous allez être surpris par la vélocité de nos intervenants qui vont ramener à des situations concrètes tout ce qui va être dit. Je vous en prie. Oui, bonsoir, je suis Guénaël Jean. Je ne suis ni médecin ni philosophe, je suis un ingénieur à la retraite tout simplement. J'ai été passionné par toutes ces interventions. J'ai retenu de l'intervention de M. Schneewest de la complexité du problème. Et effectivement, voilà, il n'y a pas besoin d'en dire plus. Les problèmes auxquels nous sommes confrontés sont très complexes. Et j'ai retenu aussi de ce qu'il a dit qu'il nous faut reprendre la main par rapport aux GAFA, les Google, Facebook et autres. Et aujourd'hui, j'ai peur. Alors je ne sais pas s'il y en a comme moi dans l'assistance qui ont peur. Hein. Ils pourraient peut-être lever la main. Mais moi j'ai peur de l'influence mais prépondérante de tous ces GAFA, ces multinationales, ces grands groupes financiers. Et ce que je souhaite vivement, c'est que d'une part les états généraux de la bioéthique permettent effectivement une prise de conscience d'une reprise en main. Il ne faudrait pas que les hommes politiques qui auront à voter la loi soient fascinés par cette fuite en avant. On a parlé tout à l'heure de la marchandisation. Je pense qu'effectivement, il y a un risque majeur. Je pense à tous les problèmes financiers qui sont gigantesques et énormes. Et donc, ce que j'espère, c'est que les politiques que vous informerez auront bien conscience que, en fin de compte, la France, en tant que, avec toute son histoire, avec toute sa philosophie, avec tout ce qu'elle a porté, soit encore un phare pour l'humanité en ne permettant pas cette fuite en avant des grands groupes financiers internationaux. Merci bien. Merci. Bonsoir à tous, je m'appelle François Bordier, je suis là avec mon épouse et j'interviens en tant que père de famille.
s'il vous plaît. Mais avec une toute petite histoire, il m'est arrivé de rencontrer au cœur d'une forêt vierge un couple de pygmées. Et ce jour-là, donc je disais qu'il m'est arrivé un jour, au cœur d'une forêt vierge, de rencontrer un couple de pygmées. De cette rencontre assez déconcertante, mais qui fut un événement, il y a bien eu la rencontre entre 3 personnes. Et donc ce terme de personne me semble être un des prérequis qui était recommandé pour essayer de rentrer par la porte d'entrée de tous ces questionnements que l'on présente un peu trop rapidement à travers cette notion contemporaine de complexité. Juste un point, même père de famille, il faut donc que j'enseigne à mes enfants, que je prenne le risque de la responsabilité. C'était dit tout à l'heure. Et donc, par rapport à la personne, je leur dis, je leur apprends, et tout le monde peut le faire, même le couple de pygmées dans son registre, à être ce qu'ils ont à être. Et pourquoi je dis ça ? Parce que dans toutes ces problématiques, tous ces questionnements, tout ce maquis de questions, cette forêt vierge de questions, il y a des fondamentaux. On me fait travailler sur 2040, dans le registre où je travaille. 2040, l'intelligence artificielle. CRISPR-Cas9 et le docteur Munich nous dira peut-être aussi que le grand vertige de l'équipe dans laquelle il y a une Française qui concourt pour le prix Nobel, d'après ce qu'on m'a dit, et qui a industrialisé la méthode qui a été découverte par un étudiant de 25 ans espagnol du fonctionnement naturel de cette technique dans une bactérie qui vit dans le monde marin. Mais là où il y a un vertige pour cette équipe, c'est que quand l'homme utilise cette technique, au bout de 14 générations, 100% du vivant possède le même type, si vous voulez, le même 100%. Autrement dit, ils sont devant un vertige parce qu'avec cette technique, on est en train d'ouvrir la porte à casser le mécanisme du vivant dans lequel nous vivons. Car vous savez bien que par la transmission naturelle de la vie, un caractère, il se dilue. Et c'est pour ça que nous avons la diversité, qui est la condition de la qualité d'être, qui fait que nous tendons vers la perfection de l'être, dans toute la ligne du vivant. Mais bref, cette équipe est devant un vertige. Et donc, il ne faut pas s'abriter derrière la complexité pour aller chercher le savoir. La distinction entre la machine et l'homme, dans le discours de la méthode, Descartes utilise plus de pages pour se pencher déjà sur les raisons qui font qu'il y aura toujours une distinction que sur son principe, je pense donc je suis. Voilà. Merci. Enfin, Pozzo di Borgo, le film L'Intouchable, eh bien, il nous invite à justement répondre aux questionnements qui lui étaient posés par ceux qui tentent l'aventure de l'homme augmenté, qui sont allés le voir pour l'augmenter. Et voilà sa réponse. Il leur a dit, vous venez avec une proposition, mais vous n'avez pas demandé ce que je souhaitais. Et sa réponse, c'est, je ne souhaite pas l'autonomie, je souhaite la relation. Merci. Et revenez parce que vous êtes très applaudis. Non, le seul point que je voudrais dire, c'est qu'on n'a pas parlé de la complexité pour le plaisir de vous embrouiller. On a parlé de la complexité parce que c'est la réalité, parce que la science, elle est complexe, parce que la question de l'accès aux origines ne se limite pas à l'accès à la génétique. Les choses sont complexes et c'est pour ça qu'il faut en débattre, c'est pour ça qu'il faut qu'on lance ces états et c'est un excellent moyen d'acculturation d'une façon générale. Le point qui me froisse un peu dans ce qu'on a entendu là,
c'est une sorte de pessimisme ou une sorte d'hyper-inquiétude, de défiance. C'est même plus qu'une méfiance, c'est une défiance. C'est-à-dire, j'aurais envie de vous inciter à retrouver confiance et à retrouver une positivité. Il faut débattre de tout, il faut questionner tout, mais les réalités sont là, l'espérance de vie a largement augmenté depuis un siècle. Beaucoup de maladies qui étaient incurables commencent à trouver des solutions. Il y a des opportunités magnifiques. Il faut à chaque fois se poser des questions. Il faut mettre du sens dans tout ce que nous faisons. Mais nous avons des outils et des moyens absolument extraordinaires. Et donc, les débats doivent produire un moyen d'encadrer l'utilisation de ces techniques. Il faut arrêter des fantasmes. Par exemple, l'utilisation par des compagnies d'assurance, elle est interdite depuis la loi de 1994. Nul n'a accès aux caractéristiques génétiques d'un individu, sauf pour des raisons médicales, scientifiques ou judiciaires. Relisez les lois de bioéthique. Il faut engager le débat et l'engager sur tout, mais avec l'idée qu'on peut en sortir par le haut, fût-ce avec toute la complexité des problèmes abordés. Je suis désolé de vous quitter maintenant, j'aurais souhaité continuer toute la nuit, mais en essayant de construire et de créer quelque chose, pas seulement d'avoir peur. Vous pouvez l'applaudir, mais s'il discute la prochaine fois avec Arthur, Arthur a pu accéder finalement à ses ancêtres d'une certaine manière, à dévoiler ce qui lui était, j'allais dire, caché, uniquement par Internet. Donc il y a aussi une certaine naïveté à penser que c'est pas possible. Juste 2 dernières interventions. Bonsoir à tous. 3 choses que je voulais, donc certaines sont redondantes et d'autres, voilà. On a entendu parler de la transgression un peu au démarrage de cette soirée. Certains vont jusqu'à dire transgresser, c'est progresser. J'ajoute quand même qu'il y a quand même le fait qu'il y a la raison qui existe, voilà, et que la raison enrichit et permet d'encadrer, de mettre des limites. Et je pense que si nous sommes là ce soir, c'est justement parce que nous avons une raison et que nous sentons bien que ces lois de bioéthique méritent d'être et d'exister pour poser des limites, justement. Voilà, donc ça m'était important de préciser qu'il n'y avait pas juste la transgression au sens d'un petit garçon, justement, qui est toujours tenté. Un point sur les statistiques. Effectivement, les statistiques, on en parle beaucoup et beaucoup de diagnostics sont faits sur base de statistiques. Moi, je suis très attaché à dire que les statistiques ne sont qu'une image de ce qui est passé et non pas une prédiction de ce qui va se produire. Voilà, donc soyons toujours aussi bien vigilants et éclairons bien notre raison de ça. Enfin, il y a une question de droit à travers tous les sujets de bioéthique que nous sommes amenés à visiter pendant ces états généraux. Et le droit, donc c'est le droit de qui au sens large, parce que parfois le droit de l'un a des conséquences sur le droit de l'autre. Et donc bien avoir à l'esprit qu'on ne peut pas traiter que l'un et pas l'autre. Je pense particulièrement quand on est dans une relation de procréateur et d'enfant. Il faut bien penser qu'il y a le droit de l'adulte et il y a le droit aussi de l'enfant qui va venir ou qui vient. On n'a pas eu le temps d'aborder trop ça ce soir, mais peut-être dans les futures réunions, ce serait important de beaucoup développer ce sujet. Et puis, un dernier point, c'est par rapport à la technique. On a beaucoup parlé de la technique ce soir. C'est vrai que c'est prodigieux, ça donne des perspectives énormes. C'est plein de belles portes ouvertes. Voilà, soyons quand même... posons bien les principes de qu'est-ce qu'on veut en faire, pourquoi. Quand on développe un programme de recherche, avant de trouver la technique, parce que ça, on a toujours des ingénieurs formidables qui vont nous trouver des solutions, posons l'action de savoir qu'est-ce qu'on veut en faire, avant d'être face à justement la solution qui est devant nous et qui finalement nous laisse le vertige entre c'est tentant, mais pourquoi. Et voilà, et prenons... Attention aussi d'une mise en garde que je voudrais faire, une inquiétude que j'ai, que ces lois de bioéthique ne soient pas finalement un feu vert qui déresponsabilise. On n'est pas tous égaux vis-à-vis de la connaissance. On a tous accès évidemment, mais on n'est pas tous érudits de la même façon. On a ici justement des professeurs qui sont là pour nous éclairer. Et par conséquent, on ne peut pas simplement dire je vous ai dit, donc vous savez et vous prenez votre responsabilité. Non, on se doit d'éclairer, d'éduquer. On l'a dit tout à l'heure, le malade doit être impliqué et éduqué. Je crois que c'est vraiment essentiel.
Et il ne faut pas perdre de vue du tout ces aspects-là dans nos réflexions des États généraux. Merci. Merci infiniment de votre intervention. Bonsoir. Moi, je suis infirmière scolaire, donc je suis auprès du soin et puis aussi du côté éducatif. Voilà. J'étais très contente qu'on soulève effectivement cette complexité dans laquelle on nous met aujourd'hui, parce qu'effectivement, on est partagé entre un monde humain et un monde technique. Et on a parlé de diagnostic, de dépistage, et c'est effectivement un grand progrès de pouvoir dépister des maladies s'il s'agit de mieux accueillir cette maladie ou de la soigner. Mais je voulais également parler du risque de l'eugénisme que cela entraîne. D'autre part, on a parlé de la place du handicap dans notre société. Et je pense qu'effectivement, notre société doit se construire autour du handicap et non pas l'éliminer, parce que la fragilité, l'accueil de la fragilité, je la côtoie dans mon milieu médical, mais dans mon milieu familial aussi, crée un véritable tissu de relations et de relations humaines qui, on l'a également dit, nous enrichissent tous, à savoir vivre les uns avec les autres. Immense merci. Voilà, je vais donner la parole à Jean-François. Tu veux rester assis si tu veux. Un immense merci de ces interventions. Pour celles qui n'ont pas pu, qui n'ont pas osé, qui n'ont pas voulu, qui n'ont pas encore voulu, vous pouvez dès ce soir ou demain, dans les jours qui viennent, nous adresser vos contributions et on verra au fur et à mesure de quelle manière. Je vais te donner la parole. Non, il ne va pas conclure parce que j'aimerais quand même que vous ayez aussi chacun une réaction. Donc je donne la parole à Jean-François. On a 10 minutes devant nous, ce sera les meilleures. Celle de la conclusion qu'on attend avec impatience. Non, moi très rapidement. Donc vous avez... D'abord, c'est vraiment passionnant ces débats parce que vous réagissez et comme toujours... nos concitoyens ont une capacité de réaction vis-à-vis de sujets difficiles qui est toujours meilleure qu'on ne peut l'imaginer, en particulier que les politiques l'imaginent. Moi, je vais rester très factuel puisque vous avez bien compris que pour le président du CCNE, nous rentrons dans une période d'écoute et de neutralité, même si évidemment j'aurais envie de vous livrer moi ce que je pense sur toute une série de domaines que vous avez évoqués. Donc je vais répondre à 2-3 points qui ont été évoqués et qui touchent finalement l'organisation des États généraux. J'y insiste parce que c'est quelque chose de nouveau et c'est quelque chose qu'on n'a pas le droit de rater et qu'on n'a pas le droit de rater ensemble, bien sûr. Donc on a le droit de réussir et il faut qu'on le réussisse ensemble. Alors la première question était sur le périmètre et sur le fait que j'avais évoqué la procréation, la fin de vie, est-ce que ça faisait partie éventuellement de la révision de la loi bioéthique? Eh bien, je ne sais pas. Je sais en tout cas que c'est dans les États généraux et j'ai souhaité que ce type de discussion puisse avoir lieu. Après, on a une loi sur la fin de vie qui est sortie en 2016, dont les équipes ne se sont pas encore complètement emparées. On a un premier bilan qui va avoir lieu. Est-ce que, par contre, il y a de vraies interrogations sur aller plus loin autour du suicide assisté? Ce n'est pas véritablement de la bioéthique, il n'y a pas de progrès technologique, je dirais, sur le sujet. Est-ce qu'on ira plus loin dans la loi ou est-ce qu'au contraire, ça sera un autre outil législatif que la loi de bioéthique, différent? C'est ce que souhaitent un certain nombre de députés. Donc en tout cas, c'est ouvert et c'est ouvert à la discussion. Sur la question plus précise sur l'accès aux origines, ça fait partie de ce que j'évoquais dans le schéma, enfin dans le grand thème procréation. C'est autour de ça. Et bien sûr, les débats auront lieu. Ils auront lieu dans un certain nombre d'endroits sur les espaces éthiques régionaux. Ce que je note seulement, c'est que là aussi, vous l'avez très bien dit d'ailleurs, il y a de l'innovation technologique pour arriver finalement à ce qui constituait un dogme qui était autour de l'anonymat. La levée de l'anonymat devient maintenant techniquement pas facile, mais en tout cas possible. Donc c'est normal qu'on se réinterroge tous ensemble sur la capacité que nous avons à maintenir cet anonymat, qui est un dogme dans le modèle français. Et en tout cas, ça mérite qu'on s'y interroge. Le deuxième point sur lequel je voudrais revenir, parce que je pense qu'il est très important, il est autour de notre collègue qui a évoqué
est-ce que les aspects financiers, finalement, sont pris en compte? Alors ça va peut-être vous interpeller, mais là je vais mouiller ma chemise. Il y a deux façons de voir l'éthique. Soit la voir complètement déconnectée du terrain et avec une réflexion de fond qui porte sur une série de grandes questions transversales et qui ne sont pas ces questions thématiques qu'on a évoquées ce soir, mais qui sont plutôt autour, en effet, de très grandes questions sur finalement le bien-être de l'homme, enfin toute une série de choses, des questions très transversales. Et bien sûr, c'est essentiel. Mais il y a aussi une façon d'aborder l'éthique en se disant qu'est-ce qui est possible, à quoi ça sert de faire une loi si finalement cette loi n'est pas appliquée. Et puis finalement, si on pousse par exemple sur l'utilisation de tel ou tel test génétique, ou qu'on n'y pousse pas d'ailleurs, ou qu'on ouvre sur certaines nouvelles techniques de procréation, tout ceci a un coût. Et donc moi, il m'apparaît, enfin en tout cas je fais partie de ceux qui pensent que l'éthique est un équilibre à un certain moment à trouver entre finalement ce qui arrive de l'innovation et de la science, parce que la science avance, et puis de l'évolution de la société qui avance aussi, ou qui recule à certains moments, et que c'est un équilibre à trouver entre les deux. Et donc que les aspects financiers sont bien sûr au cœur du débat. Et d'ailleurs, on a fait rentrer dans le Comité national d'éthique, de façon récente, une prof d'économie de la santé de Dauphine, justement pour donner un éclairage sur les choix qui peuvent être faits. En tout cas, ce dont je suis persuadé, c'est que c'est un enjeu et qu'il faudra l'aborder. On ne peut pas discuter d'une ouverture de l'AMP si on ne sait pas ce que ça va coûter. Et qui va rembourser ou qui ne remboursera pas. On ne peut pas ouvrir sur un certain nombre de nouvelles technologies sans s'interroger dans le même temps. C'est si on ouvre sur ces nouvelles technologies, finalement, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre sur la fin de vie chez les personnes âgées, QS le débat sur les EHPAD en ce moment. Il y a des enjeux véritables qui doivent être pris en compte, et je suis de ceux, ce n'est pas, je dirais, au Comité national d'éthique de prendre parti là-dessus, c'est bien un débat politique qui s'engage là-dessus, mais c'est un débat citoyen, parce que vous avez aussi à dire, finalement, quelle France vous voulez. Et est-ce qu'on va vers de l'innovation à tout prix, ou est-ce qu'on va au contraire, ou est-ce qu'on laisse sur le chemin un certain nombre de populations qui sont fragilisées, et j'ai été très sensible au message, parce que ces populations fragilisées ne seront pas les populations qui auront accès à l'innovation dans un premier temps. Enfin, dernier point sur... vous avez oublié les considérations et les grandes pensées religieuses ou grands courants de pensée. La réponse est non, on n'a pas eu le temps d'en parler ce soir et le modèle de ce soir ne s'y prêtait pas. Mais bien sûr, elles seront écoutées et le débat aura lieu avec leurs représentants. Voilà. Pour ajouter d'ailleurs, dans le sens de ce que tu viens de dire, le CCNE a aussi accueilli la présidente d'ATD Carmonde, Claire Hédon, pour dire qu'il y a 20 ans, est-ce qu'on aurait dit que la présidente d'ATD Carmonde ferait partie de la réflexion bioéthique? C'est un point à prendre en considération dans l'ouverture. En tous les cas, pour nous, c'est des indicateurs qui nous incitent à poser ces questions. On le fera. Alors, j'ai donné à nos deux intervenants la partie conclusive. Arnold, et puis ensuite, puisque Maurice Mimoun a commencé, on le fera conclure. Très brièvement, deux réactions. La première, j'ai été extrêmement touché, comme nous tous, par ce monsieur que je ne vois plus d'ailleurs, qui nous a dit « Vous ne m'avez pas demandé ce que je souhaitais ». Je ne sais pas où est-ce qu'il est. Oui, il est là. Moi, votre intervention m'a beaucoup touché. Bien sûr, j'ai bien compris. Mais c'est exactement ce que j'ai voulu dire en appelant de mes voeux un environnement du plan génome français 2025, des moyens nécessaires à cet espace de parole et d'échange. Être à l'écoute de ce que demandent nos concitoyens. Et on ne peut pas réduire la question de ce soir à des problèmes technologiques. Tout ce qui est techniquement possible n'est pas éthiquement acceptable, ni économiquement supportable d'ailleurs. Donc vous avez dit mieux que moi ce que je voulais dire, monsieur, merci. Il faut se demander à tout moment ce qu'attend l'autre, ce qu'il attend de nous. C'est pas difficile quand on est un pédiatre et qu'on est devant des parents avec un enfant malade dans les bras. Il attend de nous une nomination et un traitement. C'est simple.
J'ai un mot à dire, et comme ça on a... Donc, merci d'insister en tant que forum citoyen sur la nécessité d'environner nos pratiques par un espace de parole et d'écoute. Le deuxième point, le fil rouge pour moi ce soir, c'est ce que Schneeweiss a appelé la défiance, que je ressentis comme une méfiance vis-à-vis de toutes ces sortes de connaissances. Alors, j'ai été interpellé sur la question de la stigmatisation du diagnostic. Une dame m'a dit, mais vous allez stigmatiser. Il est évident que c'est le contraire, puisqu'il n'y a pas de génome de référence. Mon Dieu, il n'y a pas de race supérieure, il n'y a pas de génome parfait. La leçon principale éthique, c'est qu'on a tous des génomes porteurs de variations, tous, sans aucune exception, et que par conséquent, il est évident que les personnes qui sont porteurs de ces variations ont toute leur place parmi nous. Et que le véritable sujet, c'est de faire un bon usage de ce savoir, et pas un usage pervers qui viserait, mon Dieu, à stigmatiser, à ostraciser ou à exclure. On ne pourra jamais éradiquer les maladies génétiques, c'est pas possible. On peut éradiquer les maladies infectieuses, la polio, la variole, on ne pourra jamais éradiquer, quel mot horrible, les anomalies génétiques parce qu'on est tous porteurs de ces variations. Il n'y a aucune raison donc de stigmatiser ou d'ostraciser aucun d'entre nous. Nous sommes tous porteurs d'une centaine de maladies génétiques sans le savoir, comme M. Jourdain. Merci. Oui, vous pouvez l'applaudir. Vous avez... merci. Maurice Mimoun. J'ai la lourde responsabilité de conclure. Je vais d'abord dire une chose qui est importante, j'ai oublié de l'oublier, c'est acceptons les différences des autres. Acceptons-nous différents, aimons-nous différents. Les différences ne sont pas des défauts. C'est très difficile. Les défauts sont des qualités et les soi-disant handicaps sont parfois des choses parfaitement différentes. En soignant les gens, moi, évidemment que les gens apportent beaucoup les uns aux autres et j'ai beaucoup été aidé par ce que me disaient les autres. Alors, pour être plus clair dans les interventions qu'on dit chacun, le problème de l'accès aux origines. Alors, ça paraît curieux, mais j'avais pas du tout de point de vue sur ce sujet, mais dans mon métier, c'est un problème récurrent. Car le nombre, j'ai appelé ça le problème de corps-écran, le nombre de complexes, le nombre de gens qui se trouvent laids, le nombre de gens qui viennent à la chirurgie esthétique pour se refaire quelque chose et que derrière ce qu'ils pensent être un défaut, il y a un problème de corps-écran qui est un problème qui revient. Et le corps-écran, c'est un mot que j'ai inventé parce qu'effectivement, il faut nommer les choses pour qu'elles existent. Et quand à mon staff, on dit qu'il y a un problème de corps-écran, ça peut être un problème d'origine, j'ai 1000 histoires à vous raconter, et je suis vraiment persuadé qu'il faut avoir accès à ses origines et qu'il faut lever l'anonymat. Ça m'a donné cette conviction parce qu'il y a des gens qui souffrent tellement, leur vie est complètement foutue à cause de ça, elles sont complètement déterminées à cause de ça. C'était pas du tout... J'ai cette compétence parce que je l'ai entendu. C'est mon métier, ne me l'admet pas, mais pourtant j'en suis absolument certain. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, la complexité. Je vais vous raconter une histoire simplement, parce que la complexité n'est pas que technique, elle est psychique, elle est dans l'appréciation, elle est partout. J'ai une patiente qui vient avec une maladie infectieuse qui entraîne des nécroses. Elle a 35 ans, elle a 33 ans, elle a un enfant, et elle vient, on est obligé de lui couper les 2 jambes, les 2 bras et une partie des lèvres. La rumeur dans le centre de Brûlé commence à venir, laissez-la mourir. Tout le monde se projette sur le patient et dit laissez-la mourir. Je suis obligé c'est une patiente qui est malade, mais qui va une fois sortie du problème, qui ne sera pas malade, qui sera, entre guillemets, j'aime pas ce mot en soi, handicapée. Donc je résiste à la tentation. Les parents me disent de la laisser mourir. Le conjoint me dit, c'est le seul, me dit, elle a une fille, je préfère qu'elle ait une mère handicapée qu'elle soit orpheline.
La patiente est extubée, je lui parle et je me rappelle, et là on ne se rend pas compte de la force des paroles d'un soignant envers un patient. Je lui dis, mademoiselle, vous marcherez et on ne verra pas que vous avez les jambes coupées, parce que vous savez qu'un amputé de 2 jambes jeune marche dans la rue, vous ne le voyez pas, hein, avec les prothèses. Les choses se passent, elle va en centre de rééducation, puis elle revient dans mon service de chirurgie plastique pour que je lui repare la lèvre. Son conjoint prend rendez-vous avec moi, s'assoit à mon bureau, il me dit, bon, je ne savais pas ce qu'il voulait me dire, et me dit, bonjour docteur, je voulais vous remercier. Dans le centre de rééducation, c'est la héros du centre. Ceux qui sont coupés d'un seul côté, elle leur remonte le moral, elle est très heureuse de vivre. C'est elle la héros dans l'histoire. Hein. Je vois une très jolie jeune femme arriver vers moi, marcher, effectivement, comme je vous l'avais dit. Elle m'a dit que cette phrase avait été très importante pour elle dans l'impulsion de vouloir vivre. Elle est remontée, alors je lui ai dit, mademoiselle, soyez gentille, montez au centre, allez voir les soignants et dites-leur. Et ce sont ces discussions qui sont très difficiles parce qu'on se projette. C'est toujours très complexe de savoir jusqu'où aller, jusqu'où pas aller. Cette femme, elle est dehors, elle est contente de vivre. Maintenant, elle est à peu près autonome, et c'est vrai que l'autonomie est importante. Voilà, c'est une petite histoire que je vous raconter. Et je termine pour conclure, sur une phrase, je ne sais pas, ça m'est venu comme ça, du livre d'Albert Cohen. Pauvre petite âme que nous sommes, ma mère est morte et j'ai faim, et tout à l'heure, j'irai manger. La technologie, la transgression, je n'ai pas dit que j'étais pour, j'ai dit que c'était notre système, c'était le système de l'humain d'aller plus loin. On n'y peut rien. Et les lois sont faites. De toute façon, on va s'habituer à tout. Je prenais l'exemple de la vérité aux patients. Avant, on n'osait pas dire aux patients qu'il avait un cancer, on disait impossible, il ne pourra pas le supporter. Aujourd'hui, on est obligé de lui dire il y a les traitements, et il le supporte. L'homme s'habitue à tout, et on va s'habituer à ce qu'on pense là impossible, c'est-à-dire à savoir 20 ans avant qu'on aura ça et ça. Il faut simplement trouver les systèmes pour se préserver, pour y arriver. Donc voilà, donc je pense, oui, et je voulais dire, la seule différence où il faut faire attention, c'est que tant qu'on travaille sur l'individu, pour le réparer, pour lui faire les choses, on travaille sur une personne, et ça ne met pas en question l'avenir de l'humanité, ça met en question l'avenir de l'autre. Mais vous remettez en question, les généticiens remettent en question l'humanité parce qu'ils changent le génome. Ils changent les autres. Donc c'est une réflexion qui est totalement différente au plan éthique. Voilà, je vous remercie. Et pour conclure, j'ai une confidence à vous faire. Quand on voit que vous êtes resté, malgré les frimas, la neige, le temps qui passe, on se demande si on ne va pas faire quelques nuits de la bioéthique. On en a déjà fait une nuit des débats ici, dans cette mairie, qui était organisée par la mairie. Je voulais juste d'abord vous remercier les unes et les autres d'être là. Je pense qu'il n'y aurait pas d'état généraux de la bioéthique s'il n'y avait pas des gens qui participaient. Merci à Jean-François Delfraissy et des gens du CCNE d'avoir rendu possible ces débats. Mais juste un rendez-vous, le prochain rendez-vous, Maurice, ça peut t'intéresser, ça va être donc à Sciences Po, le 19. À Sciences Po, on aura des approches plus, entre guillemets, politiques. Ça sera la bioéthique, un défi politique et sociétal. Il y aura 2 intervenants principaux, mais il y en aura d'autres également. Jean-François Mattei, qui a été quand même à écrire une des lois de bioéthique et qui s'est toujours investi dans cette question, et un parlementaire qui a des choses à nous dire à la fois comme médecin et comme parlementaire, notamment sur la fin de vie, mais pas que, c'est Jean-Louis Touraine. Donc ce seront 2 intervenants qui nous permettront de nous situer déjà dans la perspective de la loi d'hier et d'aujourd'hui. Un immense merci à ceux et celles qui ont posé des questions, mais surtout qui sont intervenus pour apporter de la richesse au débat. Et vraiment, la recommandation, ce n'est pas une préconisation, ça ne serait pas très éthique. Dès demain, quand vous allez recevoir vos emails, puisque vous êtes fichés, d'une certaine manière, les big data fonctionnent déjà à l'espace éthique, soyez attentifs, et on le souhaite, à apporter vos contributions, vos réactions, vos suggestions. Vous verrez, ça sera noté sur la petite note de vos suggestions en termes de peut-être amélioration de notre débat. Et on a compris que la prochaine fois, ça ne sera pas 2 heures, 3 heures, mais résolument 4 heures de débat. Merci à toutes et à tous et bonne soirée.